le problème du transfert, contexte différent, et en plus, juste au niveau de la mémoire, ça n'aide pas. Donc, c'est intéressant de travailler un peu plus en salle de classe pour différents aspects, dont ceux-là et d'autres dont je vais parler. Le co-enseignement, c'est un soutien direct à l'enseignant et à l'élève. On aide l'élève, bien entendu, on est en classe. Mais on aide aussi l'enseignant ou l'enseignement qui est donné, parce qu'on considère que l'enseignant a des problèmes. Hein, s'il dit que tel élève, on doit absolument le prendre, bien, c'est que peut-être que c'est toi qui as un problème, donc on va venir t'aider. C'est un travail pédagogique commun dans un même espace, un même groupe espace-temps, qui partagent les mêmes objectifs pour un même groupe d'élèves. Bon, première chose, est-ce que ça veut dire que si pendant 10 minutes, il y a un deuxième enseignant qui est dans le couloir en train de faire travailler 3 élèves sur une carte du monde, en train de colorier, c'est plus du co-enseignement? Oui, c'est toujours du co-enseignement. Hein? Dans le même local, on s'entend, c'est la grande majorité du temps, mais parfois pour des raisons de confort, il y a des élèves qui travaillent à droite ou à gauche, ça reste du co-enseignement, c'est le même objectif pour le même groupe. 4 fondements au co-enseignement, fondement orthopédagogique, on va dire, ou le fondement spécialisé, mais je préfère le terme orthopédagogique. Mais au Québec et en Belgique, il y a le terme orthopédagogique, mais pas en France, ou pas sur la même dénomination. Le fondement orthopédagogique, c'est lequel? C'est dire, mais parce qu'il y a des élèves à besoins spécifiques dans ma classe, j'ai un apport d'enseignant. J'ai un deuxième enseignant qui vient, un maître E, un maître plus, peu importe. Hein? Ça veut dire que dans cette configuration-là, le ratio est diminué. J'ai 2 profs pour 24 élèves. Donc, finalement, j'ai du 1 pour 12. Le projet du président Macron au premier en CP de baisser les ratios à 12, en fait, scientifiquement, c'est à partir de 12 que ça fonctionne. Donc, il a fait une bonne... C'est pas si con, finalement. Par contre, ça aurait été intéressant. En fait, il y avait une opportunité fantastique de faire du co-enseignement dans pas mal tous les CP, parce qu'on aurait fait du 2 pour 24. Et dans 10% des CP français, ça existe parce qu'il n'y a pas suffisamment de local. Donc, les 2 classes sont fusionnées avec 2 profs. Et quand on interroge ces enseignants-là, ils disent on interroge les 1 pour 12. Qu'est-ce que ça change? Ah, bien, c'est mieux, il y a moins d'élèves, moins de corrections, j'ai plus de soutien, ainsi de suite. Mais est-ce que tu enseignes comme l'année passée? Ah, ouais, pareil. Quand on collectionne les 2 pour 24, c'est toujours du 1 pour 12 en fraction, mais c'est un peu différent. Bien, c'est bien ça. Est-ce que tu enseignes comme l'année passée? Ah, pas du tout. Je suis obligé de changer de pratique parce que j'ai ma collègue avec moi. En fait, on est obligé de différencier. Parce qu'avoir 2 enseignants, s'il y en a un dans le fond qui ne fout rien, OK, mais si les 2 travaillent, bien, on est pas mal obligé de différencier. Donc, on a finalement un enseignement qui est différent et qui est différent de l'année précédente aussi. C'est ce qui est plus intéressant. Didactico-pédagogique, 2 profs de CM1 décident de fusionner leur classe. Tu as 22 élèves, j'en ai 22, on abat le mur et on travaille avec 44. Pour l'instant, au Québec, ça se développe très fort, ça, parce que ça ne coûte rien. Il n'y a pas de ressources en plus. Et en plus, je peux mutualiser les heures de maître E. S'il y avait 4 heures de maître E ou de maître spécial, ou peu importe, de prise en charge externe dans ta classe, et moi 4 heures, mais ça me fait 8 heures maintenant dans ma grande classe. 8 heures, c'est un tiers-temps. Ça veut dire qu'on pourrait faire tous les cours de français à 3. Oui. On peut penser aussi comme ça. Ah, ou tu pourrais prendre des élèves toc, 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 comme tu faisais avant. Mais voilà. Donc, et finalement, les enseignants, parce que moi, je trouve que c'est un nombre important, 44, mais les enseignants me disent, ben, en fait, la plupart du temps, je donne le cours à 20 ou à 32, ça ne change rien. C'est toujours les élèves en difficulté, et ça, le deuxième enseignant peut s'en occuper. Donc, on voit souvent dans les co-enseignements didactico-pédagogiques, dans un deuxième temps, ils vont avoir tendance à faire de l'orthopédagogique. En fait, on le fait au départ parce qu'on veut faire de la pédagogie différente, et on s'intéresse aux élèves en difficulté. Au niveau orthopédagogique, on s'intéresse aux élèves en difficulté, et pour ce faire, on doit faire une pédagogie différente. C'est un peu ouais. Linguistique, c'est un peu nouveau. 2 enseignants qui ne parlent pas la même langue enseignent la même matière. Donc, pour l'instant, j'ai des écoles comme ça, c'est souvent pour apprendre une deuxième langue. Donc, Émile, l'enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, par exemple, ils ont des cours d'histoire en français et anglais. Donc, pour l'instant, j'ai une école française à Casablanca avec qui je travaille, c'est comme ça. Donc, eux, c'est français et anglais. Quand je suis allé au départ, c'était intéressant parce que tu as le professeur, l'Institut français qui donne son cours normalement, et tu as le maître anglais qui est derrière, lui, c'était pour l'Halloween, donc il faisait « pumpkins ». Après ça, ça continuait. 10 minutes après, il faisait « seeds ». Seeds, parce qu'il parlait des graines. Donc, en fait, ce n'était pas du très bon co-enseignement. Surtout, ça ne développait pas beaucoup les capacités linguistiques de nos élèves, parce que le but, c'était de leur faire apprendre l'anglais. Donc, c'est mélanger 2 enseignants de la même matière, mais qui enseignent dans 2 langues différentes. Ce qu'on est arrivé à faire, c'est d'avoir 90% d'anglais, et c'est le professeur français qui traduit quand les élèves ne comprennent pas.
plutôt qu'avoir le contraire. Développemental, mais c'est faire, par exemple, ces stages à deux. Travailler, donc la formation des maîtres, la formation des enseignants. Je sais qu'en France, c'est un peu différent, l'idée de stage. Mais au Québec, il y a comme 4 stages pendant la formation de 4 ans. Chaque année, il y a son stage. Mais il y a certains stages qu'on peut faire à deux. Ils le font déjà, en quelque sorte, parce que parfois, il manque de locaux, il manque de classes. On n'a pas suffisamment de profs. On va mettre les deux dans la même classe, mais les gens ne co-enseignent pas, alors que techniquement, c'est faisable. Et on est parti sur cette idée-là parce que le co-enseignement, il y a un impact imprévu, c'est le développement professionnel. Les gens qui co-enseignent deviennent, selon leur dire et selon les observations, de meilleurs enseignants. Et donc, on s'est dit, bien, si ça aide déjà à former des enseignants en fonction, ça peut être intéressant pour former des enseignants en formation initiale. Donc, ça se développe un petit peu plus, mais on a moins de résultats à ce niveau-là. Donc, le co-enseignement, ça inclut les élèves et les professionnels, les enseignants. Ça veut dire, on avait peut-être oublié eux, en fait, dans l'inclusion scolaire. On avait oublié d'intégrer, on met l'élève en classe ou les élèves en classe, mais on ne met pas la ressource en classe. Bien, c'est peut-être la première idée. Pour beaucoup d'auteurs, dont moi, c'est le dispositif le plus en adéquation avec l'inclusion scolaire. C'est le dispositif le plus transformatif de la classe régulière. Hein? Si la classe doit être inclusive, mais il faut changer la classe, il faut changer l'enseignement qui est donné. Flexible et probant, j'ai déjà dit. C'est centré tant sur l'enseignant que sur l'élève. Bien, si j'ai 8 heures par semaine de co-enseignement, mais pendant 8 heures, Kevin, il y a quelqu'un en classe. S'il est juste pris 1 heure ou 2 par semaine, le reste du temps, mais il est tout seul, il est toujours en échec. Donc, c'est cette idée-là. Comment assurer un service continu? Moi, j'étais enseignant en classe spécialisée, je n'avais juste 10 ou 12. Hein? Bien, c'est déjà beaucoup. Avec des troubles du comportement, troubles d'apprentissage. Mais c'était cette idée-là, comment garder quand même l'idée d'avoir un service continu, d'avoir toujours une présence en classe ou une présence relativement intensive aussi. C'est l'idée d'augmenter la zone proximale de développement des enseignants. Si on rajoute des élèves qui ont plus de problèmes, mais peut-être que ça dépasse votre zone proximale de développement. Pas parce que vous êtes mauvais, intrinsèquement, c'est juste parce que c'est trop difficile. Et le meilleur chirurgien du monde a toujours besoin de plusieurs personnes dans le tas d'opération. Hein, il peut pas opérer, personne ne peut opérer quelqu'un tout seul. Mais en enseignement, bizarrement, hein, on est parents. Quand on est parent, mais il faut être à deux parce que si on est monoparental, c'est plus difficile. Ma mère était... mon père est décédé quand j'étais jeune, donc elle était monoparental, c'était très dur. Les parents monoparentales trouvent très difficile, mais les enseignants, mono-enseignants, trouvent ça normal. Hein? Enseigner avec 22 élèves, 24 élèves tout seul, c'est normal, mais élever 2 élèves, il faut être absolument à 2 parce que ça, c'est ingérable. Voilà. Donc, c'est assez normal dans notre société occidentale d'élever les élèves à 2, d'élever les enfants à 2. Hein? Mais souvent, les enseignants, c'est comme des patrons de PME, hein, petites et moyennes entreprises, actionnaires uniques. Donc, on est tout seul maître à bord et on décide de tout. Donc, s'ouvrir aux autres, c'est pas dans notre culture professionnelle. On n'a pas connu le co-enseignement comme élève. On n'a pas de modèle. C'est pas facile. Hein? Puis, on aime bien, moi aussi, j'aimais bien ça, fermer ma porte, puis laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Hein? Dans le co-enseignement, mais il y a un partage ici. Hein? C'est aussi l'idée de rendre l'enseignement pour tous disponible et de ne pas stigmatiser les élèves. Parce qu'on sait qu'il y a un effet du dispositif. C'est-à-dire, des fois, je peux aider très fort un élève, mais ça a un coup de stigmatisation, d'attitude, et ainsi de suite. Quand on co-enseigne avant, pendant et après. Co-enseigner, c'est pas juste enseigner. Pour n'importe qui a été enseignant, mais il se rend compte que la meilleure façon de ne pas enseigner, c'est de bien planifier. Hein? Moi, des fois, je n'aimais pas parler en classe, mais quand je ne devais pas parler en classe, je devais planifier pour que les élèves soient dans leur tâche, comprennent la consigne, et ainsi de suite. Puis c'est aussi, co-enseigner, c'est aussi après le cours. Parce qu'on débriefe, on en parle, qu'est-ce qui s'est passé. Quand j'étais tout seul, je me disais, ah, merde, ça s'est mal passé, il faut que je change un truc. Là, on est à 2. Donc, on réfléchit. Et souvent, le après et le avant d'après. C'est-à-dire, ah, ben tiens, aujourd'hui, ça s'est mal passé ou ça s'est bien passé. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Hein, c'est souvent projeté dans le futur aussi. Puis en même temps, on va dire aussi, co-enseigner, ce n'est pas juste enseigner. Parce qu'un enseignant, ça ne fait pas juste enseigner. Si on pense qu'un enseignant, ça fait juste parler aux élèves, ben non, on se trompe. Un enseignant, ben, ça écrit au tableau. Un enseignant, parfois, ça fait des corrections. Moi, je passais de longues minutes comme ça. Hey! Non! Tu sais, il faisait une évaluation, un travail. Je n'enseignais pas, je faisais le pion. Hein? Un enseignant, c'est aussi quelqu'un qui court dans le couloir. Ben oui, tu arrives le matin. Ah, merde, photocopie. Merde, j'ai fait la mauvaise. Bon, les amis, restez calmes, je reviens dans 2 minutes. Et là, on part. C'est aussi ça, enseigner.
Hein? Enseigner, c'est aussi discipliner un élève. Hein? Parfois, un élève... Donc, tout ça, c'est pas juste enseigner un contenu, c'est l'ensemble de la tâche aussi. Bon. Quand on co-enseigne, les gens ont souvent la représentation de co-enseigner. C'est le dernier, c'est un enseignement partagé. Non, co-enseigner, c'est... L'enseignement partagé, c'est une des façons de co-enseigner. Et je dis souvent aux jeunes co-enseignants, commencez pas par ça. Parce qu'en fait, vous allez faire de la co-animation. Et ça, je le vois, pour l'instant, il y a une classe au Québec en histoire secondaire 4 avant l'examen. En tout cas, c'est l'année de l'examen en histoire chez nous. Donc, on va les voir tout seuls, ça se passe bien. Bien, ça se passe mal, bien, ils veulent co-enseigner. Donc, ils co-enseignent. Et qu'est-ce qui a changé? Oui, le spectacle est plus intéressant. Mais c'est des profs d'histoire. Tu sais, j'ai été d'abord formé en histoire, moi aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais le cours dure 75 minutes, mais ils parlent 72 minutes. Parce que les 3 dernières minutes, les élèves préparent leur truc pour aller près de la porte. Et donc, quand ils étaient à deux, qu'est-ce qui se passait? Mais ils parlaient à deux 72 minutes. Bien, c'était intéressant, c'était dynamique, ils faisaient des blagues, ils se envoyaient la balle, les élèves étaient un peu plus intéressés, mais ils n'étaient pas plus en activité, c'était pas plus différencié. Donc, souvent, brûler les étapes, c'est pas toujours une bonne idée. Donc, on va voir différentes configurations, puis on va en parler nécessairement une à une. Un enseigne, l'autre observe ou aide. Bien, c'est souvent par ça qu'il faut commencer le co-enseignement, c'est-à-dire, mais d'abord, rentrer dans la classe de l'autre. Allez voir comment il enseigne. Puis au départ, je dis, faites juste observer et allez n'importe